Bienvenue à notre exploration. On a tous vécu ça, je pense. Une conversation qui coule super bien, on se sent compris, vraiment connecté. Hmm. Puis, ben, il y a l'autre extrême. On essaie, mais tout accroche, on se sent frustré, mal interprété. Ça arrive même avec les gens qu'on aime le plus, tu sais. Et souvent, c'est ça qui est particulier. Le problème ne vient pas d'un manque de bonne volonté ou même du contenu de ce qu'on dit. Ah oui, Ça vient plutôt de la manière dont on le dit. C'est ce que la linguiste Deborah Tannen, elle appelle ça le style de conversation. le style de conversation. C'est une piste vraiment fascinante. Aujourd'hui, justement, on explore ça en plongeant dans les travaux de Tanin. Elle a montré comment ces différences de style, qui sont souvent subtiles puis inconscientes même, Oui, on s'en rend pas compte. exact, comment ça peut créer des malentendus majeurs, que ce soit au travail, en amitié, en amour, partout finalement. Notre mission aujourd'hui, décoder un peu ces mécanismes pour mieux naviguer nos interactions. On va voir que la communication, c'est pas mal plus complexe qu'un simple échange d'informations, là. Puis comprendre ces styles différents, ben, c'est souvent une clé essentielle pour dénouer des frustrations qui nous semblent des fois insolubles. Bon, commençons par une distinction que Tannen fait qui est vraiment fondamentale. La différence entre le message et le métamessage. Le message, bon, ça c'est le contenu littéral, les mots qu'on dit. C'est ça. Mais le métamessage, ça c'est tout ce qu'on communique autour de ces mots-là. C'est bien ça? Exactement. Le métamessage, ça porte sur la relation elle-même, nos attitudes, nos intentions perçues. Pensez au fameux c'est pas ce que tu dis, c'est le ton. Ah oui, le classique. C'est ça. On réagit souvent bien plus fort au métamessage. Notre façon de parler, le volume, le débit, l'intonation, même les silences, hein, ça signale ce qu'on pense être en train de faire. Est-ce que je taquine, j'explique, j'ordonne et comment je me situe par rapport à l'autre? Tannen donne un exemple, je trouve ça très parlant. Harriet demande à Morton: Pourquoi tu me demandes jamais comment s'est passée ma journée? Puis lui, il répond logiquement, selon lui, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Logique, oui. Selon lui, le message d'Harriet, ça semble être une demande d'info, mais ce qu'elle cherche vraiment, c'est le métamessage d'intérêt. Elle veut la connexion, la preuve qu'il se soucie d'elle, au-delà des faits bruts de sa journée. Et ce besoin de connexion-là, il se heurte constamment à un autre besoin fondamental, celui d'indépendance, l'autonomie, tu sais, ne pas être envahi. Tannen souligne vraiment cette tension centrale. On veut être proche des autres, l'implication, mais on veut aussi garder notre espace, l'indépendance. Toute conversation, c'est une négociation délicate entre ces deux pôles-là. Ça me fait penser à l'image des porcs épics de Schopenhauer. Oui, Ils veulent se rapprocher pour avoir chaud, mais s'ils se rapprochent trop, ils se piquent. Ce dilemme-là, ça explique beaucoup de nos stratégies de communication, y compris ce qu'on appelle la politesse finalement. Comment être gentil sans être envahissant ou comment demander quelque chose sans imposer. ben oui. La linguiste Robin Lakoff, elle a formalisé ça avec des règles de politesse. Si on simplifie, il y a comme trois grands principes. Un, ne pas imposer, donc respecter l'indépendance de l'autre. OK. 2, donner des options pour pas coincer l'autre. Mhm. Et 3, être amical pour renforcer l'implication. On navigue constamment entre ces règles-là en essayant de trouver le bon équilibre. Mais c'est là où ça devient, je trouve, vraiment contre-intuitif, et c'est un des grands nuggets, comme on dit, de Tana, Oui, c'est que la même stratégie de politesse peut être interprétée de manière diamétralement opposée. Offrir de l'aide, par exemple, est-ce que c'est un geste chaleureux d'implication ou c'est une façon un peu condescendante de sous-entendre que l'autre n'est pas capable? précisément. Ou ne pas poser de questions. Est-ce que c'est du respect pour l'indépendance ou c'est de la froide indifférence? Tannen cite le cas de Sue qui annule une visite chez son amie Amy parce qu'elle se sent déprimée. Oui. Amy, elle, veut être polie selon la règle ne pas imposer. Fait qu'elle répond que c'est pas grave, qu'elle comprend, puis qu'elle surprend donc. Amy pense vraiment bien faire, respecter l'espace dessus. Mais sous elle, de son côté, elle cherchait de l'implication, du soutien. Elle interprète la réaction compréhensive d'Amy comme un manque d'intérêt réel, comme un signe qu'au fond, sa visite n'était pas si importante que ça. Exactement. Le même comportement, la réponse polydémie, a envoyé un méta-message complètement différent de celui qui était voulu. Ça montre bien que la bonne intention, ça suffit pas toujours, hein? Non, effectivement. Alors, comment ces styles-là se manifestent concrètement? Parce que Tannen appelle des signaux conversationnels.
Ça, c'est les outils de base, souvent utilisés inconsciemment. Le rythme, puis les pauses, par exemple. Rapide, il arrivait jamais à placer un mot parce qu'il attendait une pause plus longue que ce qu'il faisait jamais. Il trouvait jamais sa place. Non. Mais ensuite, en Alaska, avec des Athabascans qui, eux, faisaient des pauses encore plus longues, ben là, c'est lui qui avait l'air de monopoliser la conversation. La perception change totalement selon le contexte. C'est fou. Puis le volume aussi, c'est un autre signal puissant. Pour certains, la colère, ça s'exprime fort. C'est clair, c'est net. Pour d'autres, une colère intense va se manifester par le silence, un retrait glacial. Ah oui? Tannen décrit Joe, qui comprenait pas pourquoi son patron Murray était en colère contre lui. Murray, lui, exprimait sa fureur en arrêtant de parler à Joe. Le silence radio. C'est ça. Mais Joe, lui, était habitué à des colères plus explosives, fait qu'il pensait juste que Murray était débordé de travail. Il n'avait pas décodé le signal du silence comme étant de la colère. Ça soulève la question du ton et de l'intonation aussi, j'imagine, ces variations subtiles dans la mélodie de la voix. Ah, absolument crucial. Elles peuvent tout changer. Indiquer la fin d'une phrase, signaler l'ironie, l'enthousiasme, la sincérité. Il y a un exemple amusant dans les sources. Un mari d'origine grecque trouvait que sa femme américaine parlait d'une façon étrangement plate, presque monotone, surtout quand elle était fâchée. Ah oui! Habitué aux montagnes russes émotionnelles de l'intonation grecque, cette retenue-là, ça semblait un manque d'engagement, presque artificiel. Mais pour elle, c'était juste sa manière normale d'exprimer son mécontentement. Donc, on a ces signaux de base, le rythme, le volume, l'intonation. Comment est-ce qu'ils s'agencent ensuite pour accomplir des choses dans la conversation, pour faire des actions, mettons? Ben, c'est là qu'interviennent ce que Tannen appelle les mécanismes conversationnels. Ce sont des séquences, des manières d'utiliser ces signaux pour faire des actions spécifiques. Poser une question, se plaindre, s'excuser, montrer de l'enthousiasme. Mais là encore, le même mécanisme peut être interprété différemment. OK, prenons la réaction expressive. Parfois, on ponctue la conversation de l'autre avec des ah oui, wow, c'est vrai. Ça peut être pour montrer qu'on écoute attentivement, qu'on est engagé. Ouais, montrer de l'implication. Tannen analyse une conversation où Jonathan et Nora font ça constamment quand leur ami Chad raconte quelque chose. Pour eux, c'est de l'implication pure. Mais pour Chad, qui a un style plus réservé, ces interruptions bruyantes sont perçues comme agressives, presque comme s'il ne le croyait pas ou voulait prendre sa place. Ils se sont coupés, interrompus. Autre mécanisme. Poser des questions. Pour plusieurs, c'est la base pour montrer de l'intérêt. Mais pour d'autres, ça peut vite ressembler à un interrogatoire, une intrusion. Tannen parle de Richard qui détestait aller dans la famille de sa femme Lucie Pourquoi? parce qu'il se sentait bombardé de questions personnelles. Pour la famille de Lucie, c'était leur façon d'être chaleureux, d'être impliqué. Mais pour Richard, dont la famille était plus réservée, c'était envahissant. Et l'inverse aussi, j'imagine. Exactement. Lucie, elle, trouvait la famille de Richard froide et distante, parce qu'il lui posait jamais de questions. C'est un vrai casse-tête, hein? C'en est tout un. Et se plaindre alors. Ça peut être un outil de connexion, non? Des fois, on fait ça. Oui, pour certains, c'est un rituel de solidarité. On partage nos petits tracas pour se sentir compris, créer un lien, genre on est dans le même bateau. Mhm. Jane essaye de faire ça en se plaignant de sa mère à son amie Sharon. Mais Sharon vient d'une culture où on ne critique pas sa mère ouvertement. Alors, au lieu de compatir, elle répond en vantant les qualités de sa propre mère. Oups. Oups, exactement. Jane se sent rejetée. Elle a l'impression que Sharon transforme ça en compétition. Ma mère est meilleure que la tienne. Alors qu'elle, elle cherchait juste de l'empathie. Ça tourne mal vite. Et que dire des excuses? Parfois, c'est une admission de faute claire. Mais souvent, c'est juste un rituel pour clore un différend. Restaurer l'harmonie. Un peu comme dire pardon quand on bouscule quelqu'un sans faire exprès. Oui, c'est automatique. C'est ça. Myrna s'excuse auprès de Liliane pour ne pas avoir compris une invitation indirecte. Désolé, j'ai tendance à prendre les choses trop littéralement. Elle s'attend à ce que Liliane réponde par une excuse miroir, genre désolé, moi j'ai tendance à être trop indirect. Pour équilibrer. Oui, mais Liliane prend l'excuse au pied de la lettre et répond oui, j'ai remarqué ça chez toi. Ouch. Pour Myrna, ça invalide complètement le rituel, puis ça relance le conflit au lieu de le clore. Wow. Tout ça, ça montre qu'on dit pas toujours exactement ce qu'on pense, puis que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. L'indirection, le fait de pas être trop direct, ça a ses fonctions, on dirait. Absolument. L'indirection, ça permet de tester le terrain, de suggérer sans imposer, de préserver l'harmonie
et surtout de sauver la face, la nôtre et celle de l'autre. Oui. Si on refuse trop directement une invitation, ça peut blesser. Si on demande quelque chose trop crûment, on risque un refus direct, puis ça, c'est embarrassant. L'indirection permet de naviguer ces situations délicates-là. L'exemple du père grec qui dit jamais non à sa fille pour aller danser, c'est frappant. Sa manière de dire oui, le ton, le délai, l'expression, ça communique clairement s'il approuve ou pas. Pour eux, c'est parfaitement clair. Mhm. Mais imaginez quelqu'un d'extérieur qui prendrait un oui hésitant pour un vrai consentement. Ça pourrait créer tout un drame, tu sais. C'est sûr. L'indirection passe aussi par ce que les linguistes appellent le cadrage, le framing. C'est la façon dont on signale comment interpréter nos paroles. Est-ce que c'est une blague, une critique sérieuse, une simple observation? Ce cadre-là est souvent communiqué par des métamessages subtils. Un clin d'œil, un ton léger, un sourire. OK. Quand Maria taquine Gordon sur sa cravate, elle utilise le cadre taquinerie. Si Gordon ne le perçoit pas et prend la remarque au premier degré, il va être blessé. Maria devra alors recadrer explicitement. Voyons, c'était juste pour rire. On jongle aussi constamment avec notre pied, notre footing dans la conversation, c'est-à-dire la posture relationnelle qu'on adopte. L'exemple du préposé à la piscine est excellent pour ça. Ah oui, expliquez. Si le préposé dit comment prouver que vous n'essayez pas de resquiller, il adopte un pied conflictuel, lui puis le règlement contre l'usager. OK. Mais s'il dit ah, je comprends, c'est frustrant ce règlement sur les cartes, mais je peux vraiment pas faire d'exception. Là, il change de pied. Pour lui, l'usager, uni contre un règlement un peu bête, le résultat est le même, l'usager entre pas. Mais la relation est préservée. Exactement, la relation est préservée. C'est habile. Une autre dimension essentielle qui traverse toutes ces interactions, c'est l'axe pouvoir-solidarité. Nos choix de style ne communiquent pas seulement sur l'implication et l'indépendance, mais aussi sur le statut, le contrôle, l'égalité ou l'amitié. L'usage des prénoms, ça illustre bien ça, non? S'appeler par nos prénoms entre collègues de même niveau, c'est un signe de solidarité. Oui, d'égal à égal. Mais si le patron appelle tout le monde par son prénom alors que les employés doivent utiliser Monsieur le directeur, là, c'est plus de la solidarité, c'est une affirmation de pouvoir. Tout à fait. L'exemple de la grand-mère Millie à la maison de retraite, elle est contente que les infirmières l'appellent Millie. Elle y voit de la familiarité, de la chaleur. Mais son petit-fils Jack, lui, est choqué. Il y voit un manque de respect, comme si on l'infantilisait. Et le paradoxe, c'est que les tentatives de solidarité peuvent être perçues comme condescendantes si elles viennent d'une position de pouvoir. Le médecin qui tutoie d'emblée, même s'il veut être sympa, envoie aussi un message de statut supérieur. Mhm. Inversement, chercher la solidarité quand on est perçu comme inférieur, ça peut être vu comme de l'insolence. Tannen donne l'exemple de la jeune cadre qui se fait appeler ma chérie Honey par un client au resto. Ah oui, ben classique. Elle réplique ne m'appelez pas comme ça. Elle est perçue comme agressive par l'homme qui, lui, pensait être simplement amical. Elle a rejeté sa tentative maladroite de solidarité parce qu'elle y a vu une affirmation de pouvoir basée sur l'âge et le genre. C'est tellement chargé. Même le partage de nourriture peut devenir un enjeu de pouvoir. L'exemple d'Ethel et Ben qui insistent lourdement pour que Max, leur beau-père veuf, mange du hareng, c'est presque tragique. Oui, ça illustre bien le décalage. Pour eux, c'est de la sollicitude, de la solidarité. On s'occupe de toi. Pour Max, qui veut juste enfin pouvoir choisir ce qu'il mange, après des années de compromis avec sa femme, cette insistance est une négation de son autonomie. C'est comme s'il le traitait en enfant. Une lutte de pouvoir autour d'un poisson mariné, c'est fou. C'est étonnant de voir comment ces dynamiques s'infiltrent partout. Et paradoxalement, Tannen observe que c'est souvent dans les relations les plus proches, les plus intimes, que la communication se détériore le plus. On pourrait penser l'inverse pourtant. Oui, pourquoi donc? C'est parce qu'on baisse la garde ou parce que les enjeux sont plus élevés ou... Ben, un peu les deux, et plus encore. Les attentes augmentent. Tu devrais me comprendre sans que j'ai besoin de tout dire, tu sais. Ah oui, ça. Les petites différences de style qui passaient inaperçues au début deviennent des irritants chroniques avec le temps. Et surtout, on risque de tomber dans ce que l'anthropologue Gregory Bateson appelait la schismogénèse complémentaire. Ouf, ça c'est un terme. Schismo point quoi? Schismogénèse complémentaire. En gros, c'est un cercle vicieux où les tentatives de l'un pour améliorer la situation, mais selon son style à lui, OK. provoquent une réaction chez l'autre qui aggrave le problème, mais selon le style de l'autre. Tannen utilise une analogie brillante pour ça. Ah oui? Laquelle? Imaginez une couverture chauffante à deux commandes, mais dont les fils sont croisés.
Quand j'ai froid, j'augmente ma commande, mais ça réchauffe votre côté. Ah, Vous avez trop chaud, alors vous baissez votre commande, ce qui refroidit mon côté. J'ai encore plus froid, j'augmente encore, et ainsi de suite. Chacun pense bien faire, mais le résultat est catastrophique. je vois. C'est génial comme image. Par exemple, si une personne, disons, souvent les femmes, selon Tanyon, a besoin de parler des problèmes pour se sentir connectée, Oui, et que l'autre, souvent les hommes préfèrent éviter les discussions pour maintenir l'harmonie, ben plus la première insiste pour parler, faut qu'on règle ça, plus la seconde se replie, laisse tomber, ça va passer, ce qui pousse la première à insister encore plus. C'est ça le cercle vicieux. exactement ce genre de dynamique destructrice. Un autre piège des relations proches, c'est la critique intime. Votre partenaire devient un critique de proximité. Il remarque et commente des petites manies ou erreurs que des connaissances ignoreraient poliment. Hmm, L'exemple de Barbara corrigé par son mari Glenn pendant leur lune de miel sur la pertinence d'un détail dans une histoire qu'elle racontait. Ça peut sembler mineur, mais répéter, ça mine la confiance. c'est sûr. Et la critique rapportée, ça c'est terrible. Un tel m'a dit que tu avais dit ça, ou ta mère trouve que tu devrais pas. Oui, c'est souvent vécu comme pire qu'une critique directe. Pourquoi? C'est hors contexte, ça empêche de répondre directement à la source, puis ça donne l'impression qu'on parle dans notre dos. C'est ça. Vicky apprend par sa sœur Jill que leur mère était fâchée de sa décision pour Noël. Non seulement elle doit gérer le mécontentement de sa mère, mais aussi le fait que sa mère et sa sœur en aient discuté entre elles sans elle. C'est la double peine. Bon, après ce tableau un peu, disons, sombre des pièges de la communication, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut utiliser ces connaissances pour améliorer nos interactions? Y a-t-il de l'espoir? Oui, oui, heureusement. La première étape, puis c'est la plus cruciale, c'est la prise de conscience. Juste savoir que ces différences de style existent, qu'elles sont souvent liées à des facteurs culturels, régionaux, de genre ou familiaux, Mhm. et qu'elles ne reflètent pas nécessairement de la mauvaise volonté, un défaut de caractère ou un manque d'amour, bien ça change déjà radicalement la perspective. Ça permet de dépersonnaliser le conflit, se dire, OK, c'est peut-être pas contre moi, c'est juste sa façon de parler ou d'écouter. Une fois qu'on a cette conscience-là, est-ce qu'on peut essayer d'ajuster consciemment certains de nos propres signaux? Comme parler plus lentement, laisser plus de pauses, moduler le volume quand on sent qu'il y a un décalage. Oui, on peut tenter des ajustements. C'est pas toujours facile par contre, parce que notre style est très lié à notre identité, à qui on est. C'est vrai. On peut aussi essayer de métacommuniquer, c'est-à-dire parler de la communication elle-même. Dire par exemple, j'ai l'impression qu'on s'interrompt beaucoup. Est-ce qu'on pourrait essayer de ralentir un peu? Ou quand tu me donnes un conseil tout de suite, je sais que c'est pour aider, mais des fois, j'aurais juste besoin que tu m'écoutes d'abord. C'est délicat, ça demande du doigté, mais ça peut ouvrir un dialogue constructif. Tannen mentionne aussi une approche un peu plus indirecte, non? Comme l'histoire du consultant qui a aidé un directeur de labo à mieux communiquer avec M. Beto, le responsable du magasin, qui était perçu comme évasif. Exactement. C'est un bon exemple. Au lieu de dire à M. Beto, votre style est frustrant, le consultant a compris que M. Beto, lui, de son côté, se sentait constamment harcelé de questions. Ah, l'autre perspective. Et voilà. Et il lui a donc suggéré de devancer les questions en donnant spontanément un maximum d'informations. En changeant son comportement, donner plus d'infos, M. Beto a réglé le problème perçu par les autres, le manque d'infos, sans avoir à confronter directement les différences de style et sans invalider sa propre perception, qui était d'être trop questionné. C'est une forme de recadrage comportemental, finalement. C'est très astucieux, ça. Mais Tannen souligne aussi les limites quand même, hein. On peut pas toujours changer notre style sans avoir l'impression de se trahir soi-même. Non, c'est vrai. Puis tout le monde n'est pas prêt à accepter que la forme compte autant que le fond. L'exemple de l'animatrice de talk show qui refusait d'admettre que la politesse puisse être relative, ça le montre bien. Tout à fait, il n'y a pas de solution magique, c'est clair. Mais comprendre les styles de conversation, c'est un peu comme acquérir des notions d'une autre langue ou au moins reconnaître qu'il existe plusieurs dialectes conversationnels autour de nous, même quand on parle techniquement la même langue. Hmm, Ça résout pas tout, mais ça fournit une grille d'analyse différente, qui est moins centrée sur le jugement moral ou psychologique de l'autre personne. ça nous donne des clés pour décoder certaines réactions qui nous semblaient peut-être aberrantes avant, pour désamorcer des conflits potentiels, et peut-être aussi pour être un peu plus patiente et compréhensive, autant envers les autres qu'envers nous-mêmes, quand les fils se touchent dans nos conversations. Précisément. La connaissance de ces mécanismes qui sont largement invisibles la plupart du temps, c'est une forme de pouvoir.
Pas le pouvoir de manipuler, là, mais le pouvoir de mieux comprendre le tissu complexe de nos relations humaines. Et en terminant, ça nous laisse avec une question à méditer, je trouve. Si nos styles de parole façonnent si profondément nos vies, nos amitiés, nos amours, nos carrières, à quel point on est conscient du monde social qu'on contribue activement à tisser ou parfois même à défaire chaque fois qu'on ouvre la bouche? C'est une excellente question pour réfléchir.